Bonjour à tous et bienvenue dans The Investment Show, le podcast qui démystifie la finance en donnant la parole à ses acteurs. Ensemble, nous allons apprendre comment et quand investir pour réaliser nos projets personnels et professionnels. Notre invité s'appelle Patrick Faumété, directeur général de Cori Asset Management. Bonjour Patrick. Bonjour Christelle. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, j'ai dit que tu étais le directeur de Cori Asset Management, directeur général, mais bien avant ça, tu as d'abord été conseiller en investissement financier agréé par la Commission de supervision du marché financier de la zone CEMAC. Ça, c'est ce que je sais de toi. C'est exact. Mais qui es-tu? Je m'appelle Patrick Alexandre, je suis effectivement administrateur directeur général de Cori Asset Management. Qui est une société de gestion d'actifs. Exactement, qui est une société de gestion d'actifs, maintenant gestion d'OPC, agréée COSUMAF depuis mars 2023. Mais avant d'être dans l'asset management pur et simple, j'étais pendant 2 ans conseiller en investissement financier, agréé COSUMAF. Et il faut dire que vers les métiers du conseil et maintenant de l'investissement et les placements dans la zone CEMAC, c'est fait de manière un peu progressive. J'ai fait une bonne partie de ma carrière en France puis en Angleterre. J'ai travaillé pour plusieurs groupes internationaux à la City et en France, à Amsterdam aussi, majoritairement comme directeur de la trésorerie, soit régionale, soit mondiale, avec des objectifs de placement et de rentabilité pour les groupes pour lesquels je travaillais. C'est pendant le Covid, on va dire, ou 2020-2022 pour être très exact, que j'ai eu finalement l'opportunité, on va dire ça comme ça, de toucher du doigt la réalité des marchés financiers en Afrique centrale. Parce qu'à l'époque, j'étais directeur de la trésorerie du groupe Willis Towers Watson à Londres, et j'avais dans mon périmètre l'Afrique centrale, l'Asie, dont Douala, avec le bureau qui est à Bonanjo. Et j'ai pu convaincre le management à l'époque de me laisser baser au Cameroun pour être proche de ma famille finalement, plus particulièrement de ma mère qui pendant le Covid avait quelques soucis. Et donc j'ai obtenu d'être basé plus au Cameroun pendant 2 ans. Et c'est pendant cette période-là que j'ai pu découvrir avec beaucoup de satisfaction qu'il y avait un marché en pleine construction avec des possibilités de faire des placements. Donc, tu as dit le mot-clé marché financier. Peu de gens savent exactement ce que c'est. Si tu devais le définir aujourd'hui, qu'est-ce que le marché financier? Le marché financier, c'est un marché d'abord. Okay? C'est un marché. Donc, où il y a une offre et de la demande. D'offre et de la demande. Et c'est un marché des capitaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des acteurs et des agents économiques qui ont besoin de financement. Et il y a des investisseurs, des fonds de pension, des banques, des assureurs qui ont un excédent de trésorerie ou des objectifs de placement pour rentabiliser justement cette trésorerie et qui vont vers ce marché pour faire des placements. Il y a des organes de marché, il y a un régulateur et il y a des acteurs agréés. Et donc, dans cet écosystème, on a la possibilité déjà de commencer comme conseiller en investissement financier. Et pour ça, je tiens à préciser qu'il faut un agrément. Parce que pour parler d'argent, pour parler de finance, pour parler de placement, je pense qu'il faut avoir la qualité, au-delà de la compétence, de le faire. En tout cas, dans notre marché et même en dehors, il faut un agrément pour le faire. Et donc, passer les étapes qu'il faut pour l'être. Et ensuite, on peut évoluer vers les différents métiers d'intermédiation sur le marché, société de gestion de portefeuille ou d'actifs, ou société de bourse, pour rester vraiment dans les acteurs intermédiaires de marché. Après, il y a d'autres métiers périphériques, mais ce sont les 3 principaux qui conduisent finalement l'investisseur de la prise de décision jusqu'à l'investissement définitif. Voilà. D'accord. Du coup, les investisseurs ou les potentiels investisseurs qui nous regardent voudraient savoir quelle est la première chose à faire si on veut se lancer dans un investissement sur le marché financier. Je pense qu'il faut déjà se connaître et se connaître, ça passe par plusieurs étapes. Le meilleur des conseils, c'est d'aller vers un conseiller en investissement financier. Et le cas échéant, aller vers un asset manager qui a aussi justement une partie conseil, parce qu'en fait, en matière d'investissement, il faut connaître son profil de risque. On en reviendra peut-être là-dessus, mais en fait, il y a dans notre jargon ce qu'on appelle un document qui s'appelle un profil investisseur, qui vous permet, à travers quelques questions simples,
de savoir si vous avez une aversion au risque ou pas, de savoir si vous êtes plutôt quelqu'un qui va faire des placements à long terme, qui est plutôt court-termiste, et surtout pour comprendre un peu votre connaissance des marchés. Nous, on essaye d'expliquer aux investisseurs que il faut prendre le contrôle de ses finances, et ça passe par une gestion active, déjà de l'épargne, mais aussi des placements. Et donc, on peut le faire soi-même si on a une bonne connaissance, ou bien se faire accompagner par un conseiller, un CIF, ou par un asset manager. Alors, quels sont les différents profils d'investisseurs qui existent en grande catégorie? En fonction des marchés, en tout cas, ça se recoupe. On peut dire débutant, intermédiaire et puis expérimenté. Dans notre jargon, on dira plutôt un profil prudent. Je reviendrai un peu dans le détail. Un profil équilibré. Et il y a le profil dynamique. Qui dit profil prudent, c'est vraiment quelqu'un qui aime la gestion bon père de famille, qui n'aime pas prendre beaucoup de risques et qui est plus dans une logique court terme. Allez, court terme, des investissements pas trop longs, ou bien si c'est des investissements long terme sur des produits qui présentent un profil de risque très faible. Très bas. Ensuite, on a le profil équilibré qui est effectivement, comme son nom l'indique, un mixte entre quelqu'un qui peut prendre un tout petit peu de risque, et sachant que le risque est corrélé avec la rentabilité, c'est-à-dire qu'il va sur des produits qui vont lui rapporter un tout petit peu plus en termes de taux d'intérêt, qui sera plus curieux en termes de diversification de placement et qui pourra aller sur des actions ou sur des obligations parce qu'il y a une certaine volatilité, qui va quand même toujours chercher à équilibrer ses positions, c'est-à-dire qu'en fait faire vraiment un bon équilibre entre le risque et le rendement. Et c'est pour ça que il faut se faire accompagner par un professionnel qui va, en fonction justement de ce profil investisseur, mieux vous aiguiller sur les types de produits sur lesquels vous pouvez placer. Et enfin, on a le profil dynamique. C'est des personnes qui sont prêtes à prendre beaucoup plus de risques, aller plusieurs fois sur le marché, aller sur des produits court terme, acheter des actions, les revendre, mais qui en général ont une bonne connaissance des marchés. Et on peut regarder que en général, ceux qui ont un profil dynamique, ils gagnent rapidement de l'argent, mais ils peuvent aussi en perdre beaucoup. Mais comme ils ont ce profil-là, en général, c'est des choses qu'ils intègrent dans leur prise de décision. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Si quelqu'un vient vous voir à 25 ans pour l'aider dans son développement de son patrimoine, c'est pas le même type d'accompagnement que quelqu'un qui a fait toute sa carrière, qui est en train de préparer sa retraite. Et c'est certainement pas le même type d'accompagnement, par exemple, qu'un investisseur institutionnel, un fonds de pension, parce que effectivement, en fonction de la connaissance du marché et des outils, l'accompagnement est complètement différent. Alors, Cori Asset Management, une fois qu'il a fait son profil investisseur, propose un certain type de gestion. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la notion de gestion sous mandat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, qu'est-ce que c'est la gestion sous mandat? À qui elle est destinée? Et finalement, comment ça se passe? Une fois qu'on a passé l'étape du profil investisseur, chez Cori Asset Management, pour la grande majorité, ce sont des clients qui veulent se faire accompagner de manière personnelle. Donc, ils veulent un accompagnement personnalisé. Et qui, contrairement à la gestion collective, où finalement on est plus attiré vers une rentabilité sans avoir forcément toute la connaissance de la complexité derrière en ce qui concerne la gestion, le mandant, c'est-à-dire en fait celui qui vous donne le mandat dans le cadre d'un mandat de gestion, donne au mandataire, qui est Cori Asset Management, un certain nombre de pouvoirs avec des règles. Et en général, ces règles, c'est ce qu'on appelle chez nous des objectifs de gestion. Alors, je voudrais une rentabilité à ce niveau, je ne voudrais pas ce type de risque, je voudrais telle maturité, je ne voudrais pas qu'on fasse mes placements sur tel produit, sur tel pays. J'aimerais pouvoir sortir de mon investissement au bout de 2 ans. Je voudrais pouvoir utiliser ce placement pour l'utiliser pour d'autres montages financiers. Et puis même peut-être, je voudrais pouvoir, grâce à ce placement, à ce mandat de gestion, gérer une transmission de patrimoine avec mes enfants ou bien avec... Au-delà du placement, il y a quand même cet aspect conseil-accompagnement. Et donc, c'est un peu comme quand on va dans un restaurant, il y a le buffet et il y a le menu à la carte.
eh bien, le mandat de gestion, pour faire une métaphore, se rapporte un peu à ce menu à la carte, où le mandant, donc celui qui donne le mandat, va choisir ce qu'il souhaite en fonction de son profil risque. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir trouver justement les produits adaptés à ces exigences dans l'objectif de gestion qu'il va nous imposer. Soyons factuels, à partir de combien est-ce qu'on peut faire de la gestion sous mandat? Chez Cori Asset Management, la gestion sous mandat commence à 5 millions de francs CFA. D'accord. À peu près 7 500 euros. C'est un positionnement qu'on a voulu dès le départ, parce qu'en fait, on est convaincu qu'un accompagnement prend du temps et que quand les gens vous confient leur épargne, il faut pouvoir prendre le temps de les accompagner. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de clients en gestion individuelle, mais par contre, en général, les tickets sont beaucoup plus importants. Et donc, en fonction de la typologie des clients, on conseille de commencer pour ceux qui veulent pas vraiment s'impliquer financièrement, mais qui veulent quand même avoir un pied, de commencer par la gestion collective, par les fonds communs de placement, avant de basculer sur une gestion un peu plus personnalisée. Donc, pour finir, effectivement, c'est 5 millions de francs CFA. Par exemple, on a des clients de la diaspora qui sont de plus en plus nombreux, pour lesquels on a revu les seuils à 5 000 euros. Au début, tu as beaucoup insisté sur le fait de travailler avec des acteurs agréés. Oui. Du coup, quels sont les avantages de passer par un acteur du marché qui est agréé? Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Je suis au Cameroun entre les années 2020 et 2022 et je suis directeur de la trésorerie. Mon rôle, c'est d'aller dans toutes les filiales et de placer le cash qui est... en excédent. Au-delà d'être un excédent, qui est idle cash, c'est-à-dire qui est inactif, on va dire ça comme ça. Parce que niveau groupe, on pense que le cash peut être placé de manière un peu plus dynamique et contribuer fortement aux résultats financiers. Je fais le constat qu'on a énormément de DAT et je me pose la question, mais comment est-ce que on peut rentabiliser ces DAT différemment que les produits classiques bancaires qui sont proposés? Et c'est donc dans cette optique que je fais un peu de recherche et je me rends compte qu'il y a un marché financier avec un compartiment à la BVMAC, c'est-à-dire il y a une bourse des valeurs mobilières où il y a quelques actions et des obligations qui sont cotées, un peu comme sur les autres marchés. Et il y a un marché monétaire où les États peuvent, à travers le guichet des marchés des titres publics, s'endetter toutes les semaines en émettant des obligations. Permettant justement à ceux qui ont des excédents de trésorerie de faire des placements. Curieux comme je suis, je me dis, maintenant que j'ai l'information, je pense que au-delà d'aider mon entreprise, je peux aider d'autres personnes. Et je me mets de manière un peu naïve à parler autour de moi de ces produits jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui m'a dit, écoute, c'est super ce que tu fais, mais si demain il y avait un problème suite à un conseil que tu as donné à un de tes amis, à un directeur financier, il se retournera vers toi et on se rendra compte que tu n'avais pas d'agrément et tu risques d'avoir des ennuis. Et c'est finalement dans ces démarches que je me suis rendu compte que parler d'argent, parler d'investissement, c'est un métier qui est aujourd'hui dans notre sous-région et même au-delà encadré. Et ça nous éloigne justement de tous ces acteurs qui proposent des produits ou des solutions qui sont complètement hors marché et qui malheureusement, à cause des taux peut-être beaucoup plus attractifs, attirent des gens qui n'ont pas suffisamment d'éducation financière et on a vu tous les déconvenus que ça a pu créer. Donc, l'importance d'être agréé, c'est qu'il y a un cadre. L'idée, c'est de rassurer justement l'investisseur parce qu'elle a affaire à quelqu'un qui a passé un certain nombre d'étapes et pour laquelle le régulateur, la COSUMAF, a quand même éprouvé sa probité, sa capacité à faire ce métier et qui prend quand même des garanties en termes de gouvernance, en termes de solidité financière pour s'assurer justement que l'investisseur est protégé. Dans la sous-région, il n'y a pas beaucoup d'acteurs agréés, malgré ce qu'on peut penser. Il y a quand même une quarantaine. Hein. Quand on met ensemble toutes les catégories, conseiller en investissement financier, asset manager, société de bourse, expert comptable. Je suis d'accord, mais si on fait un rapport à la population potentielle d'investisseurs, il y a très peu de personnes. C'est un peu comme les médecins. Et c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'entre nous, on est plus des confrères, on soigne des problèmes d'argent, des problèmes de finances, donc je pense qu'il faudrait encore plus d'acteurs, parce que le vrai problème, et je pense que ça rejoint l'initiative
de ces talks, c'est de vulgariser l'éducation financière. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des acteurs agréés. Et nous sommes vraiment favorables à ce que la vulgarisation de ce message se fasse de plus en plus par des acteurs qualifiés. Tu as parlé de risque. Donc, on a parlé du profil investisseur qui est plutôt associé à l'appétence au risque que l'on peut prendre ou qu'un investisseur peut avoir. Finalement, comment est-ce qu'on évalue le risque associé à un investissement pour un profane? Sur notre marché, on a, comme tu as dit, beaucoup de propositions alléchantes qui ne sont pas encadrées. Est-ce que finalement, quand on voit une rentabilité annoncée importante, est-ce que cela veut dire que finalement le risque est lui aussi très important? D'accord. Oui, effectivement, la base, c'est de se dire que la rentabilité est complètement corrélée au risque. Et on a vu qu'il y a plusieurs profils. Cependant, un des premiers signaux, quand on parle d'investissement, on peut regarder, par exemple, la volatilité du produit. Est-ce que... Alors, on va définir volatilité. D'accord. Volatilité. Alors, volatilité, c'est la capacité pour un produit, un actif, de changer le cours ou de changer le prix. Si on regarde la BVMAC aujourd'hui, il y a à peu près 6 actions cotées, c'est-à-dire des entreprises ont accepté d'ouvrir leur capital pour l'épargne et des acteurs particuliers entreprises ont acheté des parts de cette action. Et donc, le marché des titres de la BVMAC permet au grand public, s'ils avaient envie d'acheter des actions, d'aller vers ce marché et soumettre leurs offres d'achat. Quand on regarde la volatilité, c'est-à-dire la capacité pour un actif de changer de cours dans une durée déterminée, on se rend compte que la volatilité, elle n'est pas très forte. Donc, quand on regarde les obligations, en général, dans notre marché, le principal, c'est une dette. C'est une créance, c'est un titre de créance, c'est une dette vis-à-vis de l'émetteur. En général, les cours ne bougent pas beaucoup. Et c'est, pour un investisseur prudent, en général, l'une des possibilités de faire un placement avec un minimum de sécurité. Qu'est-ce qui peut être un facteur pour évaluer le risque? C'est la première chose, et c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est la personne qui vous propose l'actif ou le placement, est-ce qu'elle a un agrément? Ok, si elle a un agrément, très bien. La deuxième chose, c'est de se demander quelle est la possibilité de tout perdre. Voilà. Et c'est là où on rentre justement dans le rôle du conseiller en investissement financier qui explique en fonction des actifs quelle est la possibilité de perdre ou pas son capital. Je pense que le troisième facteur, c'est la compréhension. Qu'est-ce que vous comprenez du sous-jacent sur lequel vous voulez mettre votre argent? Le sous-jacent, c'est le type d'actif. Le sous-jacent, c'est le type d'actif. Si vous allez vers l'asset manager et qui vous dit qu'il va acheter les obligations, est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Et n'ayez pas honte de demander comment ça marche une obligation et pourquoi est-ce que c'est plus ou moins risqué qu'une action. Après, on peut regarder, par exemple, l'émetteur. Quel est... L'émetteur, c'est celui qui est l'emprunteur. L'émetteur, c'est celui qui émet la dette, celui qui a besoin du financement, de l'argent. Ça peut être un État. En général, les États sont des émetteurs quasi sûrs. Ça peut être une société privée, ça peut être une société publique, ça peut être une ville, ça peut être une entreprise. Et en fonction de l'émetteur, on évalue aussi justement le risque. Aujourd'hui, on a des acteurs qu'on appelle des agents de notation qui peuvent vous aider à évaluer le risque avec une notation sur l'actif sur lequel le placement doit être émis. Et nous, en interne, on utilise avec nos analystes justement ces rapports, ces notations pour avoir une grille et gérer un peu mieux le risque parce qu'effectivement, quand on est asset manager, il faut diversifier son portefeuille. Ah, je t'arrête. D'accord. Pourquoi c'est important de diversifier son portefeuille? Parce que c'est une question que j'avais pour toi. D'accord. Qu'est-ce que la diversification et finalement, quel en est l'intérêt? Je commencerai par quel est l'avantage de passer par un professionnel de la gestion d'actifs. Aujourd'hui, vous avez 100 000 francs, vous voulez investir sur les marchés financiers. Il n'y a pas beaucoup de valeurs qui vont vous permettre d'acheter pour 100 000 francs. Par contre, en allant vers un gestionnaire d'actifs,
les mêmes 100 000 francs, on met de côté, bien entendu, la gestion individuelle chez Cori, je précise chez Cori, mais avec 100 000 francs aujourd'hui, et même beaucoup moins, vous pouvez faire un placement grâce à un véhicule qui est créé à ce propos pour porter les collectes et faire des placements à votre place. Et donc, l'avantage de passer par un acteur agréé qui est un gestionnaire d'actifs, c'est qu'il va mutualiser ces fonds-là et faire des placements pour vous sur différentes catégories et classes d'actifs. Et comme c'est son métier et qu'il a une meilleure compréhension du risque, il va donc pouvoir, en jargon simple, mettre ses œufs dans différents paniers. C'est-à-dire que la diversification du risque, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. De sorte que si la performance d'un actif venait à baisser, la bonne performance de l'autre permettrait de compenser de manière globale le portefeuille. Et c'est tout aussi important que le règlement général aujourd'hui de la COSUMAF encadre justement l'allocation d'actifs dans la gestion des fonds communs de placement en nous imposant des quotas par émetteur, par type d'actifs, de sorte qu'il s'assure effectivement que cette diversification d'actifs elle est respectée, parce qu'on ne sait jamais, tout investissement comporte un risque, mais il faudrait que les chocs qui sont exogènes ou même endogènes soient atténués par cette diversification-là. Selon toi, quelle est finalement l'erreur la plus fréquente que les jeunes investisseurs, quand je dis jeunes, c'est débutants, investisseurs commettent quand ils décident d'aller sur le marché financier, et puis comment l'éviter? Alors, la première des erreurs, c'est de ne regarder que la rentabilité. Et être finalement attiré par une rentabilité importante et rapide. Importante et rapide, c'est très important. Importante et rapide. La deuxième erreur, et c'est vraiment une erreur toute simple, c'est de se demander qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je mets mon argent. C'est prendre une journée, 2 journées pour faire des recherches sur la société de gestion en question. Si c'est une société de gestion. Si c'est une gestion, et j'allais en venir parce que on a vu des histoires où les gens ont mis des centaines de milliers. Et puis le soleil s'est retrouvé à couvrir. Sur une société qui n'existait finalement pas. Ou qui n'existait que sur le papier. Et donc, parfois, de simples petites vérifications, nous, on a eu à le faire pour des clients qui disent, voilà, j'ai reçu un email, voilà, il faut mettre ça rapporte 5 000 toutes les semaines. Et en regardant 2-3 trucs, on se rend compte que le nom de domaine ne matche pas avec le site, la page Facebook, elle a été créée il y a juste un mois. Bon, il y a des petits signaux comme ça. Donc, je pense que en termes d'investissement, quand on parle de rentabilité, il faut tout de suite se dire il y a un risque. Tout placement dans notre zone aujourd'hui avec une rentabilité au-delà de 9%, je dirais même 8%, doit susciter suffisamment de réflexion. Demandez à votre conseiller, alors j'ai une proposition à 8% par an, ou bien 8% pour 6 mois, est-ce que c'est raisonnable? Il n'y a pas de honte, puisque c'est votre argent à la fin de la journée, de demander un conseil et d'accepter de se faire accompagner, même si ça vous coûte un demi-point, mais c'est mieux de perdre un demi-point et de garder son capital que de tout perdre parce qu'on a voulu s'épargner les services d'un professionnel. Vraiment, premier red flag, faire attention à les rentabilités, les promesses de rentabilité trop élevées et trop rapides. Il faut savoir que Paris, c'est pas fait en un jour, Yaoundé non plus, Douala non pas, et que la vraie richesse, si on veut en parler, se construit dans le temps. Et chez nous, on dit, vaut mieux mettre un tout petit peu chaque jour, parce que ça vous permet de construire progressivement votre patrimoine de manière indolore. Nous sommes sur un marché qui est en pleine croissance, où les taux de rentabilité sont bien plus importants que dans d'autres. Et je m'adresse ainsi à toute la diaspora qui nous écoute, qui nous regarde. Pour la majorité des actifs, la fiscalité, elle est très avantageuse. Vous l'aurez compris, Douala, Yaoundé, Libreville ne se sont pas faites en un jour. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Retenez que vous devez construire votre épargne portion après portion sur une longue durée. Évitez les propositions faites avec des rentabilités trop importantes sur des durées très courtes. Mais surtout, rendez-vous dans le prochain épisode de l'Investment Show pour en apprendre encore plus sur les marchés financiers.